J'ai pu passer 3 jours sur un chalutier turc sur la mer Noire. Lui nous a beaucoup marqué de par son abnégation et la manière dont il travaillait. En plus, il était extrêmement généreux. C'est vraiment l'appel de l'aventure. C'est quelque chose qui pour moi est très important et très vraiment une belle chose à vivre. Surtout en fait dans notre monde aujourd'hui où très digital. Que là, nous, en tant que volontaires, on va vraiment vivre à côté d'eux, on va être invités dans leur foyer. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de SOS Chrétien d'Orient. Je m'appelle Astrid, je suis chargée de relations presse pour l'association SOS Chrétien d'Orient et je suis partie pendant 4 mois en Égypte. Aujourd'hui, je reçois Erwan qui est parti de Rome jusqu'en Arménie à pied pour rejoindre notre mission. Et aujourd'hui, il vient pour nous raconter comment il a eu l'idée de partir à pied, sa préparation, ses motivations, comment s'est déroulée son aventure. Mais avant de commencer, je vous invite à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, à nous suivre aussi bien évidemment sur notre chaîne YouTube, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez avertis de chaque nouvelle vidéo et de chaque nouvelle interview. Toutes les informations nécessaires se trouvent dans la description. Bonjour Erwan. Bonjour Astrid. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Avec plaisir. Il y a 1 an, jour pour jour, tu étais en Serbie, à Belgrade. Tu étais à 2 mois de marche vers l'Arménie, puisque tu es parti de Rome en janvier 2024. Mais avant de commencer à nous raconter un petit peu ton voyage, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, nous dire qui tu es et où est-ce que tu en es au niveau de tes études? Je m'appelle Erwan, j'ai 22 ans, je suis étudiant en école de commerce, en master finance, et donc j'ai entrepris ce voyage durant mon année de césure. Et donc j'ai marché pendant 3 mois et demi, comme tu l'as dit, à départ de Rome pour aller jusqu'en Arménie, où j'ai fait 2 mois et demi avec l'association SOS Chrétien d'Orient, dans l'antenne de Goris, qui est l'une des 2 antennes qu'il y avait à l'époque en Arménie. Maintenant, ils en ont ouvert une 3e. Et alors, du coup, tu nous dis que tu étais étudiant, enfin que tu es toujours étudiant d'ailleurs aujourd'hui. Quels étaient tes hobbies? Comment est-ce que tu es arrivé à l'idée de te dire que voilà, tu allais prendre 6 mois de ton temps pour partir marcher et surtout que tu allais partir en Arménie, que tu allais partir pour SOS Chrétien d'Orient? Comment est-ce que tu es arrivé à cette idée? Alors en fait, c'est un peu 2 projets qui se sont mêlés en un seul. J'ai toujours eu toujours. Depuis quelques années, j'avais le projet de partir pour une marche un peu longue, de type un peu pèlerinage, parce qu'il y avait quand même toute une dimension spirituelle derrière cette marche. Donc moi, en fait, j'ai commencé à préparer même mon projet en septembre 2023. Donc septembre 2023, ça va être le début de la guerre entre Gaza et Israël à peu près, si je m'abuse, ou dans les semaines qui suivent. Et donc j'ai suivi l'évolution du conflit pour voir si c'était quand même possible ou non d'aller à Jérusalem. Avec l'administration de l'école, on en est arrivé à la conclusion que c'était pas possible. Et donc le projet Jérusalem est tombé à l'eau, mais comme j'avais quand même déjà commencé à préparer des choses, que ce soit l'équipement, même certains trajets de route, je voulais pas renoncer à ce projet et je me suis donc tourné vers l'Arménie pour 2 raisons. La première parce que je savais que SOS Chrétien d'Orient était là-bas et que je voulais faire une mission avec SOS Chrétien d'Orient, même à côté de notre projet par rapport à ma marche, parce que j'ai beaucoup d'amis qui étaient déjà partis avec l'association, que j'avais eu que des bons retours, et que donc je voulais tenter l'expérience aussi. Et pourquoi l'Arménie plus spécifiquement? Parce que j'avais aussi eu des amis, ces mêmes amis qui étaient partis avec SOS, ou même en fait avec d'autres associations en Arménie, et tout le monde m'avait dit que c'était super, et que c'était une destination, un pays à aller visiter, avec beaucoup de missions intéressantes à faire. Donc c'est pour ça que j'ai choisi en fait au final l'Arménie. Et il y a aussi, comme je le disais, une dimension spirituelle, parce que l'Arménie est quand même le premier pays chrétien du monde, le premier pays à se convertir au christianisme, où le christianisme devient religion d'État dans le 3e siècle, si je m'abuse, de notre ère. Et donc ça correspondait aussi à cette dimension spirituelle que je cherchais. Pourquoi en marchant? Pourquoi pas à vélo ou en 4x4 ou à cheval ou je sais pas trop quoi? Est-ce que tu es un fan de randonnée? Enfin, comment est-ce que tu as pensé à ça? Disons que dans l'esprit de pèlerinage, depuis la chrétienté, tout s'est toujours fait à pied. Donc pour rester dans ce même esprit de pèlerinage, j'ai choisi de le faire à pied. Et au départ même, en fait, je devais le faire avec un autre ami qui, lui, n'a pas pu à cause de son cursus propre, son cursus d'études, où lui, c'était pas possible de partir 6 mois comme ça. Mais on s'était toujours dit qu'on partirait à pied. Et que la route et donc Rome, Jérusalem, qui sont les deux grands points de la chrétienté, les relier en marchant nous semblait être
tout indiqué. Et du coup, bon, voilà, j'ai expliqué pourquoi j'ai divergé et je suis allé vers Yerevan et vers l'Arménie. D'accord, oui, puis c'était aussi très symbolique de partir de Rome plutôt que de France. Est-ce que tu es catholique? Oui, donc je suis parti du Vatican, même plus spécifiquement dans Rome, du Vatican le 9 janvier. J'ai pu avoir la messe le matin, une messe au Vatican privée. Et ensuite, je suis parti spécifiquement du Vatican parce que pour tout chrétien et tout catholique romain, c'est évidemment un endroit même de pèlerinage et un endroit spirituel très important. Est-ce que tu avais des objectifs personnels avant de partir, que ce soit physique, spirituel, personnel? Plus ou moins. Alors il y avait le côté spirituel, donc c'était vraiment beaucoup de prières dans la marche. Après, j'avais pas, comment dire, je me suis jamais éloigné de la foi, donc le but n'était pas de renouer avec la foi, ça c'était pas le sujet. Mais c'était quand même plutôt, on pourrait dire, une dimension physique, sportive, qui était assez intéressante. Et puis vraiment l'aventure aussi. Le fait de partir comme ça, du coup seul sur une longue période, de se débrouiller et de pouvoir en fait compter pas que sur soi-même, mais parce qu'il y a évidemment la générosité des gens sur la route, mais c'était vraiment ça le but. Et oui, alors beaucoup de prières en plus évidemment. Et par rapport à ta mission humanitaire à la fin de ta marche, est-ce que tu avais des attentes particulières? Tu partais avec peut-être une appréhension? Non, j'avais absolument aucune appréhension. Comme je l'ai dit, tous les retours que j'avais eus d'amis qui étaient partis avec SOS Chrétien d'Orient et notamment en Arménie étaient tous excellents. Les retours que j'avais eus étaient aussi tous différents. Donc c'est ça aussi qui m'intéressait, qui me motivait à y aller. C'est dans la même veine même que la marche. En fait, c'est le côté vraiment de l'aventure, de pas savoir ce qu'on va faire et qu'un jour ne ressemblera jamais à l'autre. Et de fait, les missions étaient très variées sur place. Mais j'avais pas d'attente particulière, par exemple, à me dire je veux vraiment faire ça en Arménie. Donc en fait, j'ai pas pu être déçu, même au contraire, en fait, j'étais très très content d'être là-bas. Maintenant, on va un petit peu aborder ta marche en elle-même, donc le voyage que tu as fait, la préparation, les différentes étapes, les difficultés que tu as pu rencontrer aussi. Donc pour parler de la préparation de ton voyage, j'imagine qu'une telle aventure demande un minimum de préparation. Comment est-ce que tu t'es préparé à ça? Comment est-ce que tu l'as annoncé à ta famille aussi, à tes amis, à ta fiancée? Comment est-ce qu'ils l'ont pris? Pour ce qui est de l'annonce à la famille, aux amis et tout, en fait, tout le monde le savait, parce que comme je l'ai dit, c'est un projet que je mûrissais depuis quelques années. Donc en fait, quand j'ai dit c'est bon, j'y vais, personne n'était surpris. Et surtout que, alors ma maman, quand je projetais toujours d'aller à Jérusalem, évidemment au début était un peu sur les nerfs vis-à-vis de ce qui se passait là-bas. Et quand je lui ai dit que j'allais en Arménie, elle avait plus aucune crainte. Et donc en fait, ça n'a pas été le grand choc ou la grande révélation pour mes amis ou pour n'importe qui, parce que c'était quelque chose dont je parlais régulièrement. Ensuite, pour ce qui est de la préparation en elle-même, je suis relativement organisé, mais le but, c'était encore une fois quand même ce côté aventure et ce côté de se lancer dans l'inconnu. Donc j'ai pas cherché à tout calculer au jour le jour. Alors j'ai fait mon sac comme n'importe qui pourrait faire son sac pour une randonnée, avec sac de couchage, des vêtements chauds, des vêtements moins chauds, une paire de chaussures, un réchaud, un couteau, quoi. Et pour le tracé, alors j'ai réussi à récupérer d'anciens itinéraires de pèlerinage. Alors je sais qu'il y a plusieurs itinéraires de pèlerinage qui vont de Rome à Jérusalem. Je me rappelle plus exactement le nom précis de celui que j'ai pris. J'ai suivi cet itinéraire que j'ai choisi jusqu'à Istanbul. Pour ensuite, pour aller à Jérusalem, depuis Istanbul, il fallait descendre au sud de la Turquie. Moi, du coup, j'ai continué vers le nord pour rejoindre l'Arménie, parce que j'allais pas à Jérusalem finalement. Donc c'est comme ça que je me suis organisé. J'avais les grands tracés, c'est-à-dire que j'avais des grandes villes-étapes qui étaient donc alors d'abord Rome, la deuxième était Padoue, puis Trieste, les deux en Italie, ensuite Zagreb en Croatie, Belgrade en Serbie, Sofia en Bulgarie, Istanbul, et ensuite c'était l'Arménie. Et ensuite en fait au jour le jour je gérais, il y avait pas de, c'était comme la vie venait si on peut dire. Parfois je suivais pas exactement l'itinéraire prévu parce que un prêtre qui pouvait m'accueillir à un endroit me disait bah tiens je connais le prêtre de tel village qui va pouvoir t'accueillir, et donc ça m'aiguillait un peu aussi sur mon trajet à pas suivre tout le temps stricto sensu ce que j'avais forcément prévu. D'accord. Et donc en tout, tu as traversé combien de pays? 5, 6? Du coup, je suis parti d'Italie. Ensuite, j'ai traversé la Slovénie, la Croatie, la Serbie, la Bulgarie, un tout petit peu la Grèce, entre la Bulgarie et la Turquie. Mais quand je dis un tout petit peu, c'était même pas 40 kilomètres. Et enfin, la Turquie.
Donc ça fait 7. Et en fait, je me suis arrêté à la frontière turco-géorgienne pour prendre le bus pour aller directement à Erevan. Alors évidemment, déjà la frontière entre la Turquie et l'Arménie est fermée. Du coup, je me suis arrêté à ce moment-là pour rejoindre directement la mission d'SOS, parce que si je faisais vraiment tout en marchant, j'aurais même pas passé 2 semaines sur place, ce qui avait pas beaucoup d'intérêt, parce que comme je le disais avant, il y avait quand même aussi cette volonté de passer un certain temps sur place en Arménie pour vraiment découvrir la mission. Donc c'est pour ça que je me suis arrêté à cet endroit-là, à Opa en Turquie, il faut être très précis. Et donc, du coup, tu nous dis que tu as pris le bus. Donc, tu as beaucoup marché quand même. Mais quels ont été tes modes de transport? Est-ce que tu avais du stop? Est-ce que tu avais réservé des billets de train? Comment est-ce que ça s'est fait? Non, j'ai pas fait de stop. Il est arrivé que des gens s'arrêtent sur le côté de la route pour proposer de m'aider. J'acceptais pas forcément. Ça dépendait en fait de beaucoup de choses, des conditions climatiques, même de ma condition physique. Si j'avais très mal aux pieds, aux épaules, au dos, parfois ça arrivait de dire oui, et parfois ça m'arrivait de dire non, tout va bien, et je continue à marcher. Donc c'était quand même assez changeant. Et un moment entre Istanbul et la mer du Nord, j'ai aussi dû prendre le bus, parce qu'en fait, j'avais pas vu ça sur mon tracé quand je l'avais fait, mais en fait c'est une zone qui était très désertique et très montagneuse, avec parfois plus de 50 ou 60 km entre deux villages, 2000 mètres de dénivelé positif. Donc en fait, ça aurait pas été prudent de ma part de m'aventurer là-dedans tout seul, sans connaître vraiment les routes, sans avoir forcément assez de nourriture, ou même sans pouvoir transporter assez d'eau, parce que tout simplement j'aurais juste eu pas la place, ou ça aurait été trop lourd dans mon sac. Ok, d'accord. Donc ça, c'est pour le trajet que tu as suivi, que tu as fait. Mais est-ce qu'on pourrait un petit peu revenir sur le début justement de ton voyage? Comment se sont passés les premiers jours? On dit souvent que le corps met 10 jours à s'habituer et qu'après tout roule. Et donc là, tu nous parles un petit peu de ton trajet, du parcours que tu as suivi. Et est-ce qu'on pourrait un petit peu revenir sur justement le début de ton aventure lorsque tu pars de Rome? Comment se sont passés tes premiers jours? On dit souvent que les 10 premiers jours en fait sont assez difficiles parce que le corps doit s'habituer. Et après, tout roule. Toi, est-ce que ça a été le cas? Comment est-ce que ça s'est passé? Je dirais entre 10 jours et 2 semaines, mais c'est vraiment ça. Les 10 premiers jours ont été les plus durs physiquement, que ce soit au niveau des ampoules pour les pieds, du mal de dos, mal aux épaules. Avec du coup, en plus, j'avais des chaussures qui étaient presque neuves, donc on commençait à marcher vraiment beaucoup comme ça avec la même paire de chaussures. Évidemment, ça fait mal aux pieds au début. Ouais. Mais ensuite, c'est vraiment ça. Après, le corps s'habitue. On se rend compte que le corps est quand même une machine qui est relativement bien constituée et qui s'habitue vraiment à l'effort. Et ensuite, je pouvais, parce qu'en moyenne, je marchais 35 km par jour à peu près, ce qui représente 7 heures. Et donc oui, sur les 10 premiers jours, c'était un peu dur, mais ensuite, vraiment, c'est allé presque tout seul. J'ai pas eu d'autres gros soucis pendant tout le trajet. Et au niveau de ton organisation matérielle, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont manqué? Est-ce qu'il y a des choses que tu as laissées sur le chemin parce que c'était trop lourd, tu l'utilisais pas? Comment est-ce que ça s'est passé? Oui, en effet. Alors j'avais trop de matériel. J'ai dû en renvoyer en France quand j'étais à Padoue en Italie. Donc là, j'ai renvoyé quelques affaires en France que j'avais trop prévues. J'avais 3 pantalons par exemple, j'avais 2 jogging, j'avais 4 ou 5 t-shirts. Enfin des choses en fait qui sont superflues. Ce qu'il faut, c'est vraiment juste 2 pantalons, un jogging à la limite s'il fait froid la nuit et encore. Donc j'ai renvoyé des choses en France, et un autre point, j'ai dû changer de sac aussi à Padoue, parce que j'avais un ancien sac que j'avais pendant toutes mes années scouts et qui malheureusement commençait à me lâcher. J'avais pas fait une vérification assez attentive, et les bretelles commençaient à rompre tout simplement, et donc j'ai dû aller en racheter un à Padoue, parce que sinon ça aurait été potentiellement pas prudent. Je me suis dit si les bretelles casse réellement en plein milieu de la Serbie ou de la Bulgarie sans aucun magasin d'équipement à côté, ce sera vraiment compliqué. Et tout au long de ton périple, comment est-ce que tu as fait d'un point de vue logistique aussi? Tu dormais chez l'habitant, tu t'avais réservé des auberges de jeunesse, tu campais à la Belle? Comment est-ce que ça s'est passé? Oui, j'ai un peu dormi à la Belle, mais vraiment pas beaucoup. Je pense que j'ai dû dormir 3 ou 4 fois, même pas maximum, à la Belle Étoile sur l'ensemble du trajet.
Et sinon, j'allais faire du porte-à-porte et je demandais aux gens s'ils pouvaient m'accueillir. Ce qui fonctionnait le mieux, c'était d'aller voir les prêtres pour leur demander, parce que généralement dans les presbytères, il y a toujours des chambres de libre ou des endroits où je pouvais dormir, parce que j'avais quand même un petit matelas gonflable, un petit tapis de sol gonflable. Donc je pouvais dormir en fait par terre. L'essentiel, c'était vraiment d'avoir un endroit qui était couvert et à l'abri du vent et de la pluie. En janvier-février, en Italie, Serbie, il fait un peu froid. Et donc en fait, ce que je faisais, c'est quand je vais aller voir un prêtre, ensuite je lui demandais s'il connaissait le prêtre du village suivant, et ainsi de suite pour chaque nuit. Et en fait, ce qui a fait que presque tout le temps, assez fréquemment le matin en partant, je pouvais savoir où est-ce que j'allais dormir le soir, parce que le prêtre appelait, il disait ok c'est bon, il peut te recevoir, voilà son numéro. Il m'est arrivé 1 ou 2 fois que des prêtres me payent les hôtels. Alors plutôt en Croatie et en Serbie, ça, parce qu'ils n'avaient pas de place au presbytère, et donc en fait ils m'ont 1 ou 2 fois payé l'hôtel. Et en Turquie, pour le coup, il y a évidemment beaucoup moins de prêtres. Il y a quand même quelques communautés religieuses qui m'ont accueilli, mais sinon j'étais majoritairement, je suis allé sonner chez l'habitant pour trouver où je pouvais dormir. Et du coup, est-ce que ça t'a permis justement de vivre des expériences un peu particulières, de rencontrer des personnes qui t'ont marqué? Ah ça évidemment, les expériences les plus particulières vont être, je pense, quand on va sonner chez les gens plutôt que les prêtres. Enfin, c'est même pas je pense, c'est en fait j'en suis sûr. Mais par exemple, j'ai pu passer 3 jours sur un chalutier turc sur la mer Noire, donc ça c'était quand même assez improbable et quand même très chouette comme expérience. Et du coup, d'un point de vue sécurité, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu as traversé des zones sensibles? Est-ce que tu as emprunté peut-être des tracés qui n'étaient pas balisés? Non, je me suis jamais senti en danger. Il y a eu parfois, notamment en forêt en Slovénie, où les routes n'étaient plus bien balisées, parce que forcément, en forêt, quand les chemins sont pas empruntés depuis parfois plusieurs années, la nature reprend ses droits. Sinon, en dehors de ça, la limite, parfois, passer la Serbie, donc en Serbie, Bulgarie et Turquie, il y a pas mal de chiens errants sur les routes. Et donc là, il y a pu y avoir 1 ou 2 fois des moments où quand il y a 3 ou 4 chiens, et généralement d'assez grosse taille, qui peuvent arriver et aboyer et t'aboyer dessus, c'est pas qu'on se sent pas en sécurité, mais que il y a quand même un petit moment où on se dit s'ils attaquent, je suis mal. Donc pour ça, j'avais un bâton qui généralement suffit amplement à les écarter. Et sinon, il y a une autre manière de les repousser qu'on m'avait donné, c'est juste de s'accroupir et de faire semblant de ramasser un caillou ou d'en ramasser un vraiment. En fait, ça suffit généralement à les faire détaler parce qu'ils sont habitués à se prendre des pierres. Mais sorti de ces 2 situations, jamais, je me suis jamais senti en danger. Et comment est-ce que tu as fait pour financer ton aventure? Est-ce que tu avais des sponsors, des partenaires, des gens qui te soutenaient aussi peut-être via les réseaux sociaux? Alors non, j'avais pas de sponsor, donc les finances au début, je m'étais dit que ce serait uniquement mon argent de poche personnelle. Après, il s'est avéré que sur la route, beaucoup de gens m'ont donné, donc que ce soit les prêtres qui m'en recevaient, les familles ou les gens qui pouvaient m'accueillir, qui m'ont parfois donné de l'argent, qui aussi me nourrissaient et me logeaient. Donc en fait, parce que le but c'était quand même vraiment de vivre d'aumône pendant tout ce trajet. J'avais donc, comme j'ai dit, évidemment mes finances de côté au cas où s'il y avait des moments où ça passait pas. Mais j'ai jamais eu à me soucier en fait de ce point de vue-là. Et il y a même parfois en fait des personnes qui m'ont donné de l'argent et qui m'ont soutenu sur la cagnotte que j'avais mise en place pour l'association SOS Chrétien d'Orient. Donc j'avais ouvert une cagnotte pendant la marche, spécifiquement à destination de la mission Arménie, qui était disponible sur les réseaux sociaux, parce que du coup j'ai aussi ouvert un compte Instagram et un compte TikTok sur lesquels les gens pouvaient suivre l'avancée de mon trajet et donner sur cette cagnotte pour la mission en Arménie. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui veut se lancer comme toi, partir marcher pendant plusieurs semaines, plusieurs mois? De pas avoir peur de le faire, c'est vraiment l'appel de l'aventure, c'est quelque chose qui pour moi est très important et très vraiment une belle chose à vivre, surtout en fait dans notre monde aujourd'hui où très digital, très rapide, trop rapide, où dès que quelque chose met plus de 2 minutes à charger, ça énerve tout le monde. Un train qui a 15 minutes de retard, ça énerve. Alors certes, c'est embêtant, mais faut pas oublier qu'il y a quelques années, c'était des dizaines d'heures de marche pour se rendre d'un point A à un point B.
où en fait, j'ai la sensation que dans notre siècle, on a perdu ce fait de prendre son temps. On prend plus le temps de prendre le temps, si on peut le dire comme ça. Donc ça, c'est quelque chose déjà qui, je dirais, de pas hésiter à le faire. Et après, de bien peser, de partir tout seul ou non, parce que là, on n'en a pas parlé, mais la solitude, c'est quand même quelque chose qui marque et qui peut travailler, qui peut être assez dur. Donc, le faire à deux peut être pas mal. Quand on est à deux, il y en a toujours un qui va réussir à venir soutenir l'autre. Quand on a des situations compliquées à deux, l'un arrive à pousser l'autre à se dépasser et ainsi de suite. En fait, c'est un engrenage positif. Alors que quand on est vraiment tout seul dans une situation compliquée, on est beaucoup plus atteint, pas par le désespoir, c'est un trop grand mot, mais par un petit coup de cafard qui en fait peut devenir vraiment rapidement beaucoup plus compliqué. Alors que à deux, je pense que c'est quand même des choses qui sont beaucoup plus simples à gérer. Et d'un point de vue spirituel, comment est-ce que ça s'est passé pendant ton périple? J'imagine que tu as dû assister à des offices religieux de différents rites. Lequel tu as préféré? Ma journée était rythmée par la prière, que ce soit en marchant. Souvent, comme je l'ai dit, quand j'étais accueilli par des prêtres, le soir, je pouvais aller à la messe ou le matin, ça dépendait des jours. Parfois, je pouvais assister à des offices. Pour ce qui est des rites différents, en vérité, j'en ai sorti du rite arménien, mais donc là, c'était vraiment avec la messe, avec SOS Chrétien d'Orient. Il n'y a pas eu de différence de rites, parce que jusqu'en Croatie, c'est catholique romain, donc en fait, les rites étaient comme ce qu'on peut croiser en France, si ce n'est que la langue était différente. Pour la Serbie et la Bulgarie, c'est orthodoxe, donc dans ce cas, oui, c'est un rite différent. Et ensuite la Turquie, j'étais dans des communautés majoritairement chrétiennes aussi, donc catholiques pardon. Donc le rite était le rite romain. Et donc en fait, ensuite l'arbitrage se ferait entre le rite arménien et le rite orthodoxe. Je pense que le rite arménien m'a plus marqué dans le sens où j'en ai plus profité aussi. J'ai pas fait beaucoup de messes orthodoxes finalement. Et après, on voit quand même qu'il y a des grandes ressemblances entre les deux. Le fait qu'on passe beaucoup de temps debout, qu'on se signe beaucoup plus que lors de la messe romaine. La communion qui évidemment est différente. Mais entre les deux, je pense que oui, la messe arménienne m'a plus marqué, notamment par les chants, le chœur de chant, qui est juste en fait plus marqué. Et est-ce que tu pourrais nous donner un top 3 des édifices religieux que tu as visités, lesquels tu as préférés? Il y en a tellement à Rome qu'on va enlever Rome du classement. Je dirais San Sava, qui est la basilique, la grande cathédrale orthodoxe de Belgrade, qui est vraiment à couper le souffle, qui est énorme, qui a été mise en arrêt de travaux pendant très longtemps sous le régime communiste, qui est même pas encore terminée à l'heure actuelle. À Istanbul, je pourrais dire, alors j'ai plus le nom exact, mais j'ai visité un monastère grec orthodoxe qui était vraiment magnifique. Et sinon, il y a aussi le patriarcat grec-orthodoxe d'Istanbul qui est très beau. En Turquie et en Bulgarie à Sofia, je dirais pareil, en fait la basilique Sainte-Sophie avec les catacombes qui en dessous qui ont été rénovées et qui ont été très bien rénovées, qui est aussi magnifique pour son ancienneté, qui est une des premières églises de notre ère. Et donc ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est marquant de pénétrer dans un lieu aussi qui est vraiment très très ancien. Donc là, tu me parles d'Istanbul. Juste avant, tu me parles des offices religieux auxquels tu as pu assister. Tu as passé, je crois, la Semaine Sainte justement à Istanbul. Est-ce que tu peux nous raconter? J'ai eu la chance de passer la Semaine Sainte à Istanbul. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, mais en fait, durant la Semaine Sainte, j'ai pu assister à des offices assyro-chaldéens à Istanbul. J'ai fait successivement certains jours les offices dans cette communauté assyro-chaldéenne, parfois aux messes romaines, que ce soit la basilique du Saint-Esprit à Istanbul ou Saint-Antoine, qui est la grande église, une des grosses églises aussi d'Istanbul. C'était vraiment très marquant de pouvoir voir, de vivre la Semaine Sainte à Istanbul. Il y a eu des offices avec énormément de prêtres, même de cardinaux. C'est des villes où comme il y a beaucoup de rites qui vont se côtoyer, beaucoup d'églises différentes, les orthodoxes, les catholiques, les assyro-chaldéens, avec énormément d'évêques différents, même de cardinaux. Donc il y a vraiment eu des messes très marquantes et très belles. J'ai eu la joie de rencontrer d'autres Français qui étaient en pèlerinage, qui eux pour le coup allaient à Jérusalem. Ils n'avaient pas les contraintes que j'avais en tant qu'étudiant avec leur école. Moi, c'est aussi un peu mon école qui m'a bloqué en me disant que je pouvais pas partir dans une zone en guerre.
Mais c'était très chouette et assez ressourçant aussi par ailleurs de rencontrer des Français, de revoir des Français après autant de temps et de reparler sa langue natale, mine de rien, ça fait quelque chose. Et donc, juste après cette Semaine Sainte, tu as repris la route vers l'Arménie. Est-ce qu'il y a un objet qui t'a accompagné pendant tout ce périple, que tu as ramené peut-être et dont tu voudrais nous parler? Oui, il y a un objet qui m'a accompagné pendant ce périple, qu'on m'a donné sur la route, parce qu'après, bon, j'avais mon chapelet personnel et tout, mais il s'agit de ça, qui est un petit disonnier qui m'a été donné par les frères bénédictins de Trieste, donc en Italie. Trieste, c'était la dernière ville que j'ai faite en Italie juste avant de passer en Slovénie, et c'est l'un des frères qui les faisait lui-même. Et je l'ai trouvé particulièrement beau, en fait. Alors, si on veut faire un zoom, sur la croix, il y a la tête du Christ. Déjà que les frères m'avaient très bien reçu, et en plus, je l'ai trouvé très beau, et donc il m'a évidemment accompagné ensuite pendant toute la durée du périple. Donc maintenant, on va passer à une deuxième partie où je vais te poser des questions. Tu vas me dire ce que tu préfères. Il faut répondre sans forcément réfléchir. Est-ce que tu es prêt? Très bien. Départ matinal ou grasse matinée? Départ matinal. Partir dès l'aube pour profiter de la fraîcheur matinale ou dormir un peu plus et marcher plus tard? Dormir un peu plus et marcher plus tard. Quoique marcher plus tard en hiver, ça peut rapidement être dangereux. Comme il fait nuit tôt, s'il y a des voitures qui ne voient pas sur le bord de la route, ça peut s'avérer dangereux. Camping sauvage ou nuit chez l'habitant? Camping sauvage en été, nuit chez l'habitant en hiver. Itinéraire planifié ou improvisation totale? Entre les deux. Préparer chaque étape à l'avance ou se laisser porter par les rencontres et l'inspiration du moment? Se laisser porter par les rencontres. Voyager seul ou marcher en groupe? Pour le long trajet, je dirais plutôt en groupe. Pour une petite marche, être seul, ça peut être bien. Écouter des podcasts, écouter de la musique ou bien marcher dans le silence? Alors à titre personnel, je marchais dans le silence. C'était quelque chose que je m'étais imposé. Je n'ai pas écouté de musique pendant l'entièreté du trajet. Avancer rapidement pour couvrir un maximum de distance ou prendre son temps pour découvrir chaque coin? Ça va dépendre si on marche dans la forêt, on peut prendre plus son temps, c'est bien plus bucolique. Quand on marche aux abords d'une grande route, on essaie d'avancer rapidement parce que ça a rien de très beau et de très charmant. Rencontrer du monde ou profiter de la solitude? Rencontrer du monde. Aller au-devant des habitants et échanger à chaque occasion ou au contraire chercher plutôt des moments calmes et d'introspection? Chercher quelques moments calmes et d'introspection et aussi aller voir les gens, les deux sont pas incompatibles. Goûter la cuisine traditionnelle ou bien prévoir des repas standards? Goûter la cuisine traditionnelle. Naviguer à l'ancienne avec une carte et une boussole ou bien utiliser un GPS? Le GPS, c'est quand même très pratique. Partager l'aventure sur les réseaux sociaux ou déconnexion? Alors moi, je l'ai partagé pour faire vivre la cagnotte. Après, c'est vrai que la déconnexion peut avoir quelque chose de très bon aussi. Donc maintenant, on va parler de ta mission avec SOS Chrétien d'Orient, de ton arrivée en Arménie. Est-ce que tu peux nous rappeler à quelle période tu es arrivé? Donc, tu es parti en janvier 2024 de Rome et tu es arrivé en Arménie à Erevan. Le 19 avril. 19 de avril. mémoire. 19 ou le 20. Je suis rentré en France le 10 juillet, donc ce qui m'a fait à peu près 2 mois et demi de mission. Et 2 jours plus tard, j'allais à Goris, où j'ai fait presque l'entièreté de ma mission. J'ai dû passer un peu plus de 2 mois à Goris et les 2 dernières semaines à Erevan ensuite. Justement, en quoi a consisté ta mission là-bas? Enfin, c'est une deuxième partie qui commençait, mais c'était un petit peu l'aboutissement aussi de... Ouais, bien sûr. Alors déjà, j'étais très content d'arriver au bout d'un moment. Comme je le disais, la solitude, la marche, ça peut commencer à peser au bout d'un certain moment. Donc j'étais vraiment très très content d'arriver. Et sur place, les missions étaient extrêmement variées. Ça allait du soutien scolaire qu'on a fait en période de cours pour des enfants des villages aux alentours de Goris qui avaient besoin de cours de français, à l'aide à des agriculteurs qui n'avaient pas forcément les moyens de se payer de la main-d'œuvre. On allait les aider, de la donation de matériel, de lits notamment pour des réfugiés de l'Artsar, et donc en amont tout le travail de repérage des donations, parce qu'il on a des listes de personnes qui demandent un lit, et ensuite il faut aller les voir chaque personne pour prioriser évidemment. On peut pas forcément donner à tout le monde, ou quand on a juste 5 lits à donner et qu'il y a 10 familles qui en demandent, il faut évidemment les prioriser. Donc ça, c'était toute une grosse partie du travail. En fait, les missions, donc ça c'est de la partie sociale, notamment les donations, ça va être toute la partie sociale. On en faisait assez peu à Goris. On faisait beaucoup plus de développement économique et culturel. Donc comme je l'ai dit, l'aide aux agriculteurs,
Soutien et développement économique ou culturel, ça peut être aussi l'ouverture de musées, la rénovation de bibliothèques. Donc voilà, en fait, l'émission était vraiment très très variée. Il y avait énormément de choses et il n'y a jamais de journées qui se sont ressemblées. Justement, quelle est l'activité que tu as préféré faire en mission? Alors moi, tout ce que je préférais, c'était tout le côté manuel et développement économique. Donc que ce soit l'aide aux agriculteurs dans les champs, la rénovation de maisons parfois, alors pas complète, mais on aidait à rénover certaines pièces pour des familles qui n'avaient pas les moyens de payer des maçons ou des ouvriers. Ça c'est le côté physique, le côté du travail manuel qui était pour moi ce que j'ai préféré. Et est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu la journée type du volontaire en mission? La journée type du volontaire, alors on devait se lever vers entre 7h30 et 8h, quelque chose comme ça. La prière au lever, donc prière à 8h, c'est ça. C'était prière à 8h, ensuite on pouvait se lever quand on voulait avant. Tout le monde est là prière à à 8h. C'est obligatoire. La prière est obligatoire à D'accord. 8h, prière du matin. Ensuite, le petit déjeuner préparé, ceux qui veulent prendre la douche du matin, voilà. Et le départ se faisait généralement à 9h. On avait soit un chauffeur qui venait nous chercher, soit un taxi, soit on y allait à pied si c'était pas très loin. Et pour que l'émission commence généralement aux alentours de 9h15, 9h30, 9h45, en fonction de où est-ce qu'il fallait aller. On travaillait généralement jusqu'à 12h30, 13h. On avait une pause déjeuner de 1h30, 2h, ça dépendait parfois. Et ensuite, on repartait soit pour la même activité si c'était des chantiers qui étaient sur la journée, soit ça nous arrivait, donc si on avait des cours le matin, d'aller ensuite aider un agriculteur l'après-midi pour revenir chaque soir aux alentours de entre 16h et 17h30 pour avoir une fourchette large. Et ensuite, le soir, ça va être douche, préparation du dîner, chapelet et prière du soir. Parfois, on pouvait regarder un film entre volontaires tous ensemble, ou faire un jeu de cartes, ou faire des jeux de société, tout simplement lire aussi. Donc en fait, voilà, passer 17h30, ensuite chacun pouvait faire un peu ce qu'il voulait et se coucher quand il le voulait. Il y avait juste le dîner on dînait tous en même temps, et la prière du soir. Et justement, à côté de ces activités, est-ce que vous avez eu des moments off, des moments un petit peu pour visiter le pays? Comment est-ce que ça s'est passé? Ouais, bien sûr, on a eu plusieurs journées ou même week-ends de cohésion où les deux antennes se regroupaient. Soit on allait tous à Erevan, soit on était tous à Goris. Et là, on partait, on a fait des randonnées, on a pu visiter des endroits du pays. Oui, il y avait des moments off comme ça où on se retrouvait tous ensemble, où on faisait des barbecues parfois. Quand on est volontaire avec SOS, on passe pas 7 jours sur 7 à faire l'émission. On a de toute manière le dimanche, on va forcément à la messe. Le dimanche, on ne travaille pas. Et même le samedi, ça dépend, mais généralement, on travaille pas forcément le samedi. Le samedi peut être consacré à des tâches comptables ou de paperasse. Une préparation Voilà. des activités Préparation des activités aussi, oui, c'est ça. Quelles sont les conditions de vie des volontaires? Est-ce qu'il y a des moments qui sont un peu plus difficiles? Est-ce que vous avez tout le temps l'électricité? Est-ce que vous avez tout le temps de l'eau chaude? Comment ça se passe? Alors en Arménie, il y a absolument aucun problème de ce point de vue-là. On avait tout le temps de l'eau chaude et tout le temps de l'électricité. Alors il y a eu peut-être une ou deux coupures, mais qui sont résolues dans l'heure qui suivent. Donc en fait, de ce point de vue-là, l'Arménie, il y a vraiment aucun problème. Je crois que c'est pas le cas pour toutes les missions. Il y a des missions où ça va être rationné, l'électricité va être que plusieurs heures par jour. En Arménie, franchement, il y a absolument aucun problème de ce type-là. Alors du coup, au cours des activités, tu as rencontré pas mal d'Arméniens. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que c'est facile de dialoguer avec eux parce que vous parlez pas la même langue? Comment est-ce que vous avez fait? Et bah du coup, généralement, on a on a un traducteur avec nous. Et s'il est pas là, on essayait de communiquer. On avait appris quelques rudiments d'arménien, mais l'arménien est quand même très compliqué. C'est absolument pas une langue latine. C'est même pas une langue slave. En fait, c'est vraiment une racine qui est propre et unique. Donc c'est très compliqué d'apprendre l'arménien sur aussi peu de temps. On utilisait parfois Google Traduction, tout simplement. Et sinon, quand quand on faisait les cours de français, il y avait leur prof de français qui était là aussi. Nous, on était là plutôt en soutien de la prof de français, donc elle qui pouvait faire les traductions. Mais globalement, on arrive toujours à s'entendre et il y a jamais eu de gros problèmes. Est-ce qu'il y a des personnes que tu as rencontrées, une famille peut-être aussi que tu as rencontrée,
dont le témoignage t'a particulièrement marqué, particulièrement touché? Alors oui, il y avait un agriculteur avec qui on travaillait pas mal, qui s'appelle Sassoon, qui avait un verger à côté de Goris, et on allait fréquemment l'aider. Et lui nous a beaucoup marqué de par son abnégation et la manière dont il travaillait. Et en plus, il était extrêmement généreux, alors qu'en soi, voilà, il avait pas grand-chose, mais il était quand même très très généreux. Et on appréciait tous travailler avec lui. Généralement, les journées de travail chez Sassoon étaient épuisantes physiquement, mais très enrichissantes par ailleurs. Et donc lui, c'est quelqu'un qui nous a un peu tous marqués, que tous les volontaires avec qui j'ai discuté et qui ont travaillé avec lui, il n'y en a pas un qui ne l'apprécie pas. Vraiment, ce type-là était, c'est celui, je pense, qui m'a le plus marqué. Quels sont les défis auxquels sont confrontés aujourd'hui les chrétiens d'Arménie? Alors, l'Arménie n'est pas un pays où les chrétiens sont persécutés à proprement parler, comme il y a pu y avoir des persécutions en Syrie, en Irak. Parce qu'en fait, l'Arménie est un pays à 98%, quelque chose comme ça, chrétien. Mais en fait, le gros défi va être lié aux vagues migratoires qui se sont produites depuis septembre 2023 avec la chute de l'Artsakh. La chute de l'Artsakh qui est passée aux mains des Azéris. Et il y avait, je crois, c'était à peu près 100 000 Arméniens qui vivaient là-bas et qui ont donc dû quitter toute leur terre pour fuir en Arménie. Et 100 000, ça peut paraître pas beaucoup quand on raisonne dans le cadre français où on est 68 millions. Mais en fait, l'Arménie, c'est un pays où il y a 3 millions d'habitants. Donc en termes de ratio, 100 000, c'est vraiment énorme. Et donc le gros défi, en fait, c'est le logement de ces populations, de ces personnes qui ont dû tout quitter, leur travail, leur maison, leurs biens, qui ont dû tout quitter pour fuir. Et aussi, en fait, la perte de beaucoup de terres qui étaient à la fois pour les pâturages et à la fois pour l'agriculture, qui était très riche. Et donc, en fait, ça ampute l'Arménie une grosse partie de ses réserves à ce niveau-là. Et donc, le défi est plutôt économique qu'au point de vue de persécution. Tout à l'heure, tu me parlais de ton top 3 des édifices religieux que tu as aimé visiter, qui t'ont particulièrement marqué. En Arménie, est-ce que tu pourrais m'en citer un? Alors, je dirais le monastère de Noravank. Donc, Noravank, ça se situe entre Goris et Erevan, à peu près à mi-chemin. Donc, on est à 2 heures de route de Goris, 2 heures de route d'Erevan, qui est un monastère complètement perdu dans les roches. Mais c'est vraiment magnifique, vraiment perdu en plein milieu des roches, avec quand il y a le coucher de soleil, les roches deviennent rouges. Franchement, c'est aussi quelque chose à couper le souffle. C'est très sauvage, perdu au milieu de presque nulle part. Et ça, c'est vraiment très très beau et très marquant. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris ou marqué dans la culture arménienne? Je dirais leur danse traditionnelle. Quand on faisait les cours de français dans des villages, souvent les jeunes filles à qui on donnait cours, donc ça va être des collégiennes qui devaient avoir entre 11 et 14 ans, 15 ans maximum, qui nous ont une ou deux fois montré leur danse traditionnelle, parce qu'elles avaient des cours de danse traditionnelle, et même parfois avec les garçons aussi. Et elles sont très 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 belles. Donc ça, c'était quelque chose qui nous a un peu tous marqués, qui nous a tous déjà fait chaud au cœur, qui nous le montre, parce que ça prouvait qu'ils nous estimaient quand même. Et on a tous beaucoup apprécié ce moment-là avec les élèves. Quel conseil donnerais-tu à une personne, à un jeune, qui veut s'engager avec SOS Chrétiens d'Orient, qui souhaiterait partir en mission avec l'association? Moi, je lui dirais vraiment de foncer, de le faire. C'est une expérience qui est vraiment unique et très marquante. Déjà, du point de vue culturel, je pense pas qu'on puisse, quand on va en tant que touriste dans un pays, s'imprégner autant de la culture et de ce qu'est réellement la culture d'un pays oriental. Parce que là, nous, en tant que volontaires, on va vraiment vivre à côté d'eux, on va être invités dans leur foyer, on va vraiment les voir ce que c'est. Alors qu'en tant que touriste, on n'en est qu'à la couche supérieure, on n'arrive pas à aller plus loin, on n'a pas le temps quand on est juste un touriste. Donc vraiment, je dirais de foncer, et que le côté des rencontres aussi, les volontaires avec lesquels on est amené à passer plusieurs semaines, ça peut devenir rapidement des très bons amis. Je me suis vraiment fait des très bons copains, et on se revoit maintenant alors que la mission est terminée, on continue à se voir. Il y a ce côté de l'aventure, encore une fois, et le côté évidemment du service, du don de soi, et de savoir qu'on œuvre pour une cause qui est noble et qui est bonne. Et justement, si cette personne que tu inciterais à partir en mission te demandait quel est ton meilleur souvenir de mission, qu'est-ce que tu lui répondrais?
On a passé une journée incroyable. Alors ça, pour le coup, c'était à Erevan. Quelques jours avant que je parte, il y a la fête de l'eau, ce qu'ils appellent la fête de l'eau en Arménie, qui est une ancienne vieille tradition où au début, chacun dans la rue pouvait juste se lancer quelques gouttelettes d'eau pour bénir la personne, et qui maintenant est devenue beaucoup plus grande. Et en fait, c'est une journée où vraiment vous pouvez arroser n'importe qui dans la rue à grandes eaux. Et donc en fait, on est sorti dans la rue avec des seaux et des pistolets à eau, et il y avait des batailles d'eau géantes dans les rues. On est arrivé sur la grande place d'Erevan avec une énorme fontaine, et en fait, il y avait tout le monde dans la fontaine qui se lançait des seaux d'eau. Il y avait même les pompiers avec leurs lances à incendie. Et ça, c'était vraiment un moment qui était ubuesque. Vous imaginez en France vivre ça, c'est n'importe quoi. Et donc, c'était vraiment une journée off. Voilà, quand on parlait des journées off tout à l'heure, c'est vraiment une journée off qui m'a marqué parce qu'on a passé un excellent moment tous ensemble. C'était génial. Et à l'inverse, quel serait ton pire souvenir de mission? Alors, il y a eu un matin où il y a eu un petit quiproquo avec un de nos traducteurs, et où on s'est levé très tôt pour au final n'avoir rien à faire de la matinée, parce que il ne m'avait pas reconfirmé, il m'avait pas plutôt dit que la situation avait évolué, et on s'est retrouvé à se lever à 6h ou 5h30 pour au final n'avoir rien à faire de la matinée, ce qui nous a un peu tous énervés. Mais voilà, c'est comme ça, c'est les risques du métier, si on peut dire. C'est partie des aléas d'un peu toutes les missions, ça, je crois. C'est pas très grave en soi, mais sur le moment, c'est vrai que ça énerve un peu. Et est-ce qu'un jour tu penses repartir en mission avec SOS Chrétien d'Orient, ou alors tout du moins est-ce que tu penses revivre une expérience comme ça, de partir remarcher pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, seul ou accompagné? Alors pourquoi pas repartir avec SOS, ouais, ce sera avec plaisir. Je sais pas si avec dans ma vie perso ce sera possible, parce qu'il faut quand même bloquer un créneau de minimum 1 mois et demi, 2 mois, ce qui fait quand même potentiellement assez long. Ensuite, pour ce qui est de la marche, alors j'aimerais bien aller à Jérusalem, mais pas forcément en marchant, mais quand même pour y aller, c'est la ville sainte. Et sinon, j'aimerais aussi faire Saint-Jacques-de-Compostelle, mais pas forcément en une fois, parce qu'encore une fois, en fait, c'est juste des questions par rapport à mes objectifs perso, ma vie, je sais pas, si je trouve un travail ou quoi, pouvoir bloquer 2 mois comme ça, c'est pas forcément possible. Mais Saint-Jacques est accompagné pour le coup. J'aimerais beaucoup le faire, ça, oui. Maintenant, on va tester tes connaissances sur l'Arménie. On va voir si tu as retenu des choses. Donc, je te dis des choses, tu vas me dire si c'est vrai ou faux. Ok. Très bien. C'est parti. Erevan, la capitale de l'Arménie, est plus vieille que la ville de Rome. Oui, c'est vrai. Effectivement, c'est vrai, parce que Erevan a été fondée en 782 avant Jésus-Christ, tandis que Rome a été fondée en 753 avant Jésus-Christ, de ce qu'on sait de manière traditionnelle. Le mont Ararat, symbole arménien, est situé entièrement sur le territoire arménien. C'est faux. C'est faux, et maintenant il est en Turquie. L'Arménie est le premier pays au monde à avoir adopté le christianisme comme religion d'État. C'est vrai. Tout à fait. L'Arménie a adopté le christianisme comme religion d'État en 301, avant même l'Empire romain en 313. La monnaie officielle de l'Arménie est le lari. C'est faux, c'est le drame. Le lac Sévan est le plus grand lac de tout le Caucase. Bon, aucune idée, pour répondre vrai. C'est vrai. La langue officielle de l'Arménie est la même qu'en Géorgie. C'est faux, il y a une racine linguistique commune peut-être, mais ça va pas plus loin. Ouais, en Arménie, on parle l'arménien, tandis qu'en Géorgie, on parle le géorgien. Voilà, tout simplement. L'alphabet arménien a été créé au 5e siècle. Je me souviens plus exactement à quel siècle, mais ça pourrait être possible. Je sais que c'est un alphabet qui est unique, mais 5e siècle, oui, ça me paraît plausible. L'alphabet arménien a été inventé vers l'an 405 par le moine et linguiste Mesrop Machto. L'Arménie partage une frontière avec l'Iran. C'est vrai. C'est vrai, au sud de l'Arménie, la frontière est partagée avec l'Iran. La capitale arménienne est la plus grande ville du pays, devant Gyumri et Vanadzor. Oui, c'est vrai. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Erevan est la plus grande ville et le principal centre économique, culturel et administratif d'Arménie, suivi par Gyumri et Vanadzor. Merci beaucoup, Erwan, pour ton témoignage, d'avoir accepté de venir répondre à nos questions, nous raconter ton périple de Rome jusqu'en Arménie, et ensuite de nous avoir expliqué ta mission en Arménie avec SOS Chrétien d'Orient, ce que tu as fait sur place. Voilà, j'espère qu'on te reverra bientôt en mission avec SOS Chrétien d'Orient. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, Astrid. Merci à vous tous qui avez regardé cette vidéo. Je vous invite à la liker, à la commenter, à la partager aussi. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, X, Snapchat ou même TikTok. Chaque abonnement nous est vraiment très précieux et nous aide beaucoup. Alors un grand merci à ceux qui nous suivent déjà, et un grand merci aussi à ceux qui nous rejoindront
à la fin de cette vidéo. Si comme Erwan, vous souhaitez vivre une expérience extraordinaire et rejoindre nos volontaires en mission, je vous invite à écrire à l'adresse mail qui s'affiche sur l'écran. Erwan, encore un grand merci et à bientôt. À bientôt Astrid, merci beaucoup.